garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, avec dans le studio Jean. Salut à tous. Et au potard, le nul de service, aidé par le camarade Thierry, de l'émission précédente, de court-circuit. Je suis un petit peu dans le coltard. Là, non, si vous nous entendez, c'est que t'es pas si nul que ça. Hein. Ouais, bon, si tu le dis, hein, je veux bien te croire. On va tout de suite, puisque nous sommes seuls, passer alors à la... On passe tout de suite une pause musicale ou... Oui, parce qu'en fait, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'art au peuple. Et pour illustrer ce thème, on va faire toute l'émission avec Renaud Cantelnor et on commence par Tout un haut de stérile.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, avec ce matin donc notre ami Raymond Lascience pour sa minute de militance, et puis 3XL, son joyeux compagnon. 3XL, c'est un rapport avec sa taille un petit peu surdimensionnée, surtout aux alentours de l'estomac. Non, il exagère. Il est à peine plus large que haut, notre camarade XXL. Ouais, d'accord. Amusant. Bon. Et à tout seigneur, tout honneur, c'est toi qui lance le... Ah bon? Ouais. Bah, merci Raymond. Hein, un petit cadeau. Eh bien, pour commencer, on va faire une exploration du cul. Dans le cul la balayette s'intitule le petit blabla sur la norme sur le bien-être existe. Mais pas pour les entreprises, oui, à qui il faudra repasser l'info, car cette norme, c'est rien que pour les pouletons d'élevage. Vous savez, toutes ces petites bêtes qu'on élève pour avoir du poulet à tous les repas, qui sont élevés en batterie, etc., etc. Alors, LOIE, Organisation mondiale de la santé animale, précise: on entend par bien-être la manière dont un animal évolue dans son environnement. Son bien-être, selon des bases scientifiques, est satisfaisant suivant ces critères: bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, possibilité d'expression du comportement naturel, absence de souffrance telles que douleur, peur ou détresse. L'Union européenne en remet une couche et prévoit des mesures générales qui visent à la protection et au bien-être des animaux. Ces mesures portent sur l'amélioration des normes, le développement de la recherche et d'indicateurs, l'information des professionnels. Camarades de toutes les misères, proposons une conférence mondiale sur le bien-être des humains au chagrin et ailleurs. Proposons également des normes régulièrement reliftées qui prennent en compte les dernières découvertes scientifiques concernant la formation des patrons à la prévention des risques sociaux, l'intégration de la performance sociale dans les objectifs des entreprises, le renforcement des moyens mis à disposition de la médecine du travail, l'application du principe de précaution concernant des techniques de management patronal. Reprendre et y ajouter sans sourciller les recommandations de loi évoquées au début de ce blabla. Un bon état de santé pour tous les travailleurs, un confort suffisant pour tous les travailleurs, mais pas que, il n'y a pas que des travailleurs, il y a des gens qui travaillent pas, et pour cela aussi, il faudrait que ces normes leur soient appliquées. Un bon état nutritionnel, dans un pays où il y a 8 millions de gens qui sont sur le bord de la route, il y en a pas mal dans ces 8 millions qui la crèvent. La sécurité, la possibilité d'expression du comportement naturel, vous voyez le comportement naturel des humains, ça existe aussi, enfin quand on lui permet de se comporter naturellement. L'absence de souffrance telle que la douleur, la peur ou la détresse. Ça, la détresse particulièrement et la peur quand on croise un képi. Le bien-être humain requiert les éléments suivants: prévention et traitement des maladies, ce qui n'est pas le cas en ce moment où on déglingue l'hôpital à tout berzingue. La protection appropriée contre les agressions du patronat et de ses séides. Soins, alimentation, manipulation réalisée sans cruauté. Voilà. Et comme ça, on sera comme les poulets d'élevage, on fera attention à nous et on se portera mieux. Pas pour aller à l'abattoir, enfin on l'espère, nous on y va à l'abattoir, mais sans précaution superfétatoire. Nous pourrons alors aller au travail en sifflant? Point d'interrogation, mon Raymond. Aïe, aïe, oh. J'ai le cœur au boulot. Voilà. Et ben écoute, à propos de poulet, 2 policiers toulousains qui volaient avec leurs petites plumes et utilisaient des cartes bleues, notamment celles de personnes gardées à vue, ont été condamnés à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, révèle la Dépêche du Midi. Ces 2 gardiens de la paix, un homme et une femme, Shabadabada, ont pratiqué leur larcin de 2007 à 2009. Ils utilisaient en fait ces cartes bleues pour acheter des vêtements de marque et des produits high-tech, après avoir récupéré bien sûr les numéros des cartes bleues de gardés à vue et de personnes venues déclarer le vol de leur carte bancaire au commissariat.
Pas mal, hein. C'est souvent effectivement au commissariat que le duo se faisait livrer ses colis frauduleux. C'est ce qui les a plantés en fait. Ah, oui. Vraiment con, tu vois. Ils se faisaient non, mais ils sont particulièrement cons. Ça, c'est pas une révélation. On notera au passage que 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, la sanction est plutôt légère hein, pour des policiers qui sont normalement censés se montrer tout à fait exemplaires. Hein. Mais il faut dire aussi qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur le soutien indéfectible de Brice Hortefeux et peut-être même, tous les espoirs sont permis, sur une promotion, voire une citation au tableau d'honneur. Voilà mon Roro, à toi. Eh ben mon Raymond, tu me remontes le moral. Voilà, je vais passer à autre chose avec le Conseil constitutionnel. Vous savez, ce truc qui est dirigé, qui est au siège des vieux cons imbéciles et gravataires, à propos des mariages gays ou homosexuels, c'est selon le vocabulaire qu'on privilégie, qui a déclaré donc ce Conseil constitutionnel de vieux cons, imbéciles et gravataires, qui a déclaré l'interdiction du mariage homosexuel conformément à la Constitution. Rentre en plan, fermez le banc. Saisi par un couple de femmes pacsées, le Conseil des vieux cons, imbéciles et gravataires, pardonnez-moi de revenir sans cesse sur les mêmes considérations, a considéré qu'en vertu, turlututu, chapeau pointu, des articles 75 et 144 du code, j'appelle le code pédale, le code cynique, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Alors là, on est sur le cul, parce on savait pas encore que ça existait. Et on se demande, et pour les portes et les fenêtres, c'est pas possible. Bon, pauvre porte, pauvre fenêtre. Concernant le droit de mener une vie familiale normale, c'est quoi-t-il donc ce bousbire sur lequel se basait la question prioritaire de constitutionnalité. Dit le Conseil des vieux cons, imbéciles et grabataires, qui souligne que les couples de même sexe sont libres de vivre en concubinage ou de conclure un pacte civil de solidarité, le fameux PACS. Alors on pousse un ouf de soulagement, ils sont libres. Et maintenant la balle est dans le camp du gouvernement. Quant au principe d'égalité devant la loi, il refile le bébé aux politiques en toc. Il n'appartient pas au Conseil blablabla de substituer sa connerie à celle du législateur sur la prise en compte de la différence de situation résultant de l'interdiction du mariage aux couples de même sexe. Autrement dit, c'est au gouvernement ou au Parlement de faire voter une loi légalisant le mariage homo. Donc la pression s'accroît dans l'environnement, dans le paysage, car la maire de Montpellier, une nana, elles sont vraiment plus courageuses que les mecs, je dois dire, parce que se dit prête à marier un couple d'homos franco-portugais qui s'est vu refuser cette possibilité alors que ça existe dans la loi portugaise. Mais ils sont refusés le truc par le consulat portugais en France, alors que la loi de ce pays l'autorise, comme je radote, donc je répète 3 fois les mêmes choses. Le parti radical de gauche, PRGO, lui, non, a demandé hier aux squatteurs de l'Élysée d'établir l'égalité des droits entre hétéros et homos pour lutter contre toutes les formes d'homophobie et de discrimination sur l'orientation sexuelle. Et alors, si c'est le parti radical qui le demande, là on est mal. Bon Raymond. Eh ben écoute, un homme, une femme, on y revient. Hein. Ils ont oublié quand même l'union d'un homme, d'une femme et d'un chien. Sur la plage de Deauville. Ah, d'accord. Retour ouais. À Lelouch. Il s'en passe des trucs. Nos voix bada shabada. Bon. Ouais. Mais je reviens à l'élevage, ton article de tout à l'heure. Encore un petit coup là aussi. C'est une grande première en France. La Bretagne est devenue une marque. Tu savais ça? Non, mais maintenant, c'est difficile de s'étonner de trucs comme ça parce que c'est assez courant. La région veut en effet rajeunir et dynamiser son image pour attirer de nouvelles clientèles et développer sa notoriété à l'international. Si la Bretagne bénéficie d'une bonne renommée, sa perception est en décalage avec la réalité du territoire, explique l'agence économique de Bretagne sur son site internet. L'image économique et technologique de Bretagne par exemple, reste faible. L'objectif est donc de donner de la Bretagne une image de plus grande diversité et d'innovation. Alors c'est vrai que la Bretagne est davantage connue pour ses élevages intensifs de porcs, plus que de poulets d'ailleurs, que pour ses nouvelles technologies. Hein. Alors moi je profiterai bien de l'occasion pour, au nom de cette émission, comme on le fait régulièrement, proposer un slogan de choc à cette belle région.
Dans le breton, tout est bon. À toi, mon Roro. Eh bien, on va rester dans la volaille avec la douleur d'un père. Et ce père s'appelle Pechnard. Vous savez, vous connaissez c'est le chef de la queufferie nationale, un grand pote à Sarko, un pote d'enfance à Sarko. Vous dire. Un grand flic, comme on dit dans les feuilles de chou aux ordres. Oui, parce que trouver un flic grand, je veux dire, c'est comme les politiques qu'on qualifie de grands fauves. Ça m'a fait toujours marrer. Interrogé par l'El Kabash, alors faut le faire déjà, El Kabash qui s'émancipe sur Europe 1 à propos du terrorisme, le journaliste s'égare avec une question tordue sur les turpitudes du chiard de l'invité. Vous vous souvenez, ce gamin de 16 ans arrêté en état d'ébriété alors qu'il conduisait un scooter et pour insulte à agent lors de son interpellation. Voilà la question sur le tapis, que la position et l'entregent de son darbe, c'est-à-dire le keuf en chef Pechnard, a exonéré de toute condamnation. Et alors, pas démonté, le mec, ben ouais, qu'il répond le pendant en chef. Et alors, ça déplaît? et de continuer son blabla en affirmant que tous les syndicats de Bourg-Pif l'ont assuré de leur soutien total autant qu'inconditionnel. Ça, on n'est pas surpris. On a des principes chez les archers du roi. Mon fils de 16 ans, poursuit le père indigne, il en a 18 aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y a pas un an, il y a presque 2 ans, se fait arrêter sur un scooter parce qu'il avait un petit peu bu, le pauvre mignon. Minore le dabuche éploré. Ouais. Vaut mieux être le bâtard d'un flic que d'un travailleur immigré, ou pas d'ailleurs, parce que il suffit pas d'être immigré pour avoir affaire à ces gens-là. Pas un mot d'excuse, de regret, de contrition pour le délit du fiston. Non mais des fois, c'est un ami d'enfance du rat de l'Élysée, là, comme dit Jean, du petit ventilateur. Vous savez, le géniteur du prince Jean, parce que chez ces gens-là, c'est un truc assez courant. Le prince Jean a ce dépendeur d'andouille pas fraîche, qui, avec la protection pour son papa, essaye de squatter des positions dans le département et la région où il sévit, qui nous bassinent avec leur morale à 2 balles, mais qui font le pire sans cacher. C'est ça la nouveauté, c'est qu'avant les politiques, ils ont toujours été tordus, mais avant ils se planquaient, mais maintenant c'est même plus la peine de se planquer, ils font ça vraiment au su et au vu de tout le monde, puisqu'ils ont des gens qui votent pour eux, pourquoi ils se priveraient, et on supporte et on vote. Voilà mon Jean, plutôt mon Raymond. Je te laisse la conclusion. Tu t'arrêtes là, toi? Ah bon, je m'arrête là, moi. Bon, alors j'ai deux conclusions. Une première, non, Jean, c'est pas sérieux. Non, écoute, je pensais que tu faisais 4 trucs aujourd'hui. Non, bon. Tu m'avais intimé l'ordre d'en faire que 3. Quand on avait des invités. Parce que j'étais trop bavard. Le menteur. Bon, allez. Écoute, à propos de népotisme, l'ex-ambassadeur de France en Tunisie a affirmé que les autorités politiques françaises étaient parfaitement informées des dérives du système Ben Ali dans une tribune publiée dans Libération. Ex-ambassadeur de France en Tunisie, il sait quand même de quoi il cause. Ouais, bien sûr. Oui. L'expertise du Quai d'Orsay marginalisée depuis 2007, il précise quand même, c'est-à-dire depuis l'élection du petit ventilateur, effectivement, était négligée, a-t-il également affirmé. L'ambassadeur juge que les premières déclarations françaises au lendemain de la chute de Ben Ali n'ont pas été à la hauteur. C'est un euphémisme. Ouais, c'est-à-dire que celui qui les proférait est non plus pas tellement haut. Non, c'est vrai. Oui. Il rappelle en outre que les propos de Nicolas Sarkozy au cours de sa visite en 2008 à Tunis, où il s'était félicité, il se félicite facilement, où il s'était félicité des progrès de l'espace des libertés publiques, avait suscité l'incompréhension et l'indignation sur place, on imagine. Voilà. Alors rien que pour vous, un petit florilège des bonnes intentions dispersées dans la brise printanière de 2007, on va appeler ça comme ça, par Sarkozy, avant sa malheureuse élection. Nous ne soutiendrons ni les dictatures, ni les pays dirigés par des régimes corrompus. Je ne passerai jamais sous silence les atteintes aux droits de l'homme au nom de nos intérêts économiques. Je veux être le président d'une France qui défende partout les droits de l'homme et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'une France qui s'oppose aux dictatures. Et puis juste avant d'embarquer sur la Paloma de Vincent Bolloré, ça c'était à peine élu, je le rappelle,
Il avait osé lancer un solennel appel fraternel à tous les Africains dans un discours qui reste comme consternant par tous les observateurs, hein, affirmant sa volonté de placer résolument la France du côté des opprimés du monde. Moi, personnellement, j'en ai encore les larmes aux yeux. Hein. Et puis de Nicolas, on va glisser doucement à Carla, mais là c'est un peu plus léger. Dans les colonnes du journal Le Parisien, Carla Bruni-Sarkozy a confié « Je ne me sens plus vraiment de gauche ». Ah, on est atterré là. Là, je réprime mes larmes. Voilà. Et alors, pour expliquer ce revirement, elle a cité l'affaire Polanski-Mitterrand. J'ai entendu, a-t-elle précisé, hein, j'ai entendu des responsables socialistes dire la même chose que ceux du Front National. Ça m'a vraiment choqué. Voilà. Ah, pauvre première dame, hein, ça devait bien finir par arriver, hein, et on n'en dira pas plus. J'ai pas plus envie que ça de commenter cette histoire. Je rappellerai juste mon slogan préféré des dernières manifs de retraite qui sont encore qu'on a tous encore en mémoire. Hein. Voilà, que j'ai entendu ça donc dans une manif. Carla, on est comme toi, on se fait tous baiser par le chef de l'État. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Merci mon Raymond. Oui, à la semaine prochaine, on vous en racontera encore des bien bonnes. Là, pour ça, on n'a pas à se forcer beaucoup. L'environnement nous amène tout ça sur un plateau d'argent. Enfin, oui, c'est très drôle. Faut vraiment le voir. Et c'est un film qui a bien marché parce que, en tout cas, je me souviens qu'à une époque, j'avais les affiches de ce film et il est sorti dans plein de pays pendant le monde entier. Et ben donc, on va écouter. Alors une partie, c'est une scène assez longue. On va peut-être pas tout écouter, mais où donc Barbarella skie sur une planète. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, et avec Renaud. Je voudrais dire un mot à ce propos, parce qu'on a eu
d'âpres échanges avec une camarade qui comprenait absolument pas pourquoi on foutait du Renault comme ça à donf pour cette émission, surtout Société tu m'auras pas, en disant il s'était compromis avec le grand capital en faisant une publicité pour la bière Cronenbourg. Bon, d'accord, mais je veux dire, il s'est quand même pas compromis avec. C'est une bière. Il aime la bière. Qu'est-ce qui est bon, ça décharge. Il a pas fait une pub pour le pastis 51, pour la bière Cronenbourg. Bon, voilà. Alors à cause de ça, elle a viré toute sa discographie de Renault. Elle veut plus en entendre parler. Ça lui donne des boutons. Et moi, je m'en suis ramassé plein la gueule. Merci Jean. Bon. Alors que bon, c'est pas parce que Renault est devenu ce qu'il est devenu qu'il faut le conchier. Il a quand même fait des battes de chansons. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, s'il fallait virer tous les artistes qui se sont compromis d'une manière ou d'une autre, qui sont en contradiction avec ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent, etc., ça serait le désert des Tartares, hein. Ou des Tatars plutôt. Oui. Je rappelle aussi qu'il y a une ironie quand même souvent chez Renault. Ouais. Là d'ailleurs, elle l'est pas tellement sous-jacente, hein. Quand il dit il y a eu Offray avant moi, avant lui il y a eu Dylan, tu vois, bon. Ouais. Oui, c'est pas tout à fait un premier degré, comme dans pas mal. Il se moque de lui-même. Oui, il se moque de lui-même, c'est ça, tout à fait. Bien. Au passage. Ouais. Donc, sois rassuré, camarade, contestataire, radical et intégriste. On n'est pas du tout, on est quand même assez lucide, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il fait, mais bon. Je veux dire, on peut pas annuler, foutre au rencard tous les créateurs de quelque discipline que ce soit, parce qu'ils sont tous plus ou moins à un moment ou à un autre compromis. Ceux qui se sont pas compromis, c'est parce que on sait pas ce qui, on est mal informé. Voilà. Mon Jean. Voilà, on va aborder un jeune auteur, Lee Hall, qui est né en 1967. Les peintres au charbon, ça date de 2008. Alors dans cet extrait d'une pièce c'est une pièce de théâtre en fait, qui a donc été écrite en 2008. Le dramaturge Lee Hall, né à Newcastle, qui fut la capitale en fait du charbon en Angleterre au 19e siècle. Et qui a d'ailleurs rencontré, ce Lee Hall, il a rencontré un succès mondial avec le scénario du film Billy Elliot, je le précise au passage. Il nous raconte l'histoire aussi improbable que véridique de mineurs britanniques qui, dans les années 30, ça a déjà fait l'objet d'un livre d'ailleurs, cette histoire, furent initiés, en fait, à titre expérimental à l'histoire de l'art. Alors le groupe constitué délaissa bien vite la théorie pour la pratique, avec à la clé ce qu'il faut bien reconnaître comme une réussite pour certains d'entre eux. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait de l'art avec nos vies. Il n'y a rien de meilleur. Personne nous dit ce qu'on doit peindre. On est nos propres chefs. Mais ce qu'on peint, ça compte sûrement aussi. Oui. Et qu'est-ce qu'on peint ? Des moments. On peint ces petits moments, ces moments minuscules qui sont pleins de vie. Des moments de la vie qui passent. Des petites choses qu'on garde au coin de l'œil. Les choses que personne d'autre ne peindra. Des moments. La vie, c'est ça en fait. Les grandes choses arrivent très rarement. La vie, c'est tous ces trucs, ces petites choses qui sont immédiatement perdues si quelqu'un ne les retient pas pour nous. Vivre, voilà ce que c'est, voilà ce qu'on peint. La lumière qui descend, la magie d'être vivant, et personne d'autre ne le fera. Si on s'attaque pas à ça, alors ça disparaît. C'est comme chez Marx, le matin à la mine, l'après-midi à la piscine, et le soir, tu le consacres à l'art. C'est comme ça que ça devrait être. C'est comme ça que les chansons folk ont été écrites et que nos cathédrales ont été édifiées. Et ce qu'on a accompli, on l'a accompli ensemble. Il ne s'agit pas de ce que tu fais, Oliver, ou de ce que moi je fais. Il ne s'agit pas de Jimmy non plus. Il ne s'agit pas de dire à quel point on a réussi ou pas. Le truc, c'est qu'on a fait ça tous ensemble, en groupe. La valeur de l'art n'est pas dans un seul morceau. Tu regardes pas un coin de la Joconde pour en saisir le sens. La valeur de l'art est dans le tout. C'est l'ensemble, c'est ça qu'on fait. Et personne nous a demandé de peindre. Personne nous a payé pour ça. C'est nous, c'est nos vies. Rien à foutre si on n'est pas à la mode. Qu'est-ce qu'on en a à battre des critiques ?
Parce qu'on fait pas ça pour quelqu'un d'autre, on fait ça pour nous, et c'est même plus que ça. On fait ça pour toutes ces vies dans l'ombre qui n'ont jamais eu une chance de s'exprimer. Pour ces milliers de petits gars de la mine qui n'ont pas reçu d'éducation, tous ces mecs qui se sont brisés les chines avec leurs grandes mains foutues, ces gens qui ont tout juste la force de rentrer chez eux, tu peux oublier l'art quand t'en es là. On fait ça pour toutes ces vies non enregistrées, toute cette créativité étouffée. C'est pour ça qu'on devrait être fier, et c'est ce qu'il faut continuer à faire. Faire de l'art avec nos vies, parce qu'on est vivant, ici et maintenant. Pause, fin de la leçon. Voilà, alors Les Peintres au charbon est publié aux éditions de l'Arche. C'est mon Roro qui m'a fait cadeau de ce magnifique petit bouquin pour environ 12 €. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico, c'est 145 rue Amelot, métro Robert. Oberkampf, Richard Lenoir ou République. C'était pas Fille du Calvaire. Ah mince. Ah oui, non, Richard Lenoir, non, c'est autre chose. Oui, c'est Richard Lenoir, c'est la Ouais, c'est pas loin. Non, c'est pas loin. Ça vous fait une petite marche à pied, c'est bon, vous prenez la rue Amelot, et puis vous allez... Voilà, vous choisissez une station de métro du 11e arrondissement, vous irez tout droit au 145 rue Amelot. Exactement. Je vous rappelle le numéro de téléphone de la librairie 01 48 05 34 08 et leur site internet après les W, librairie-publico.com. Voilà. Puis je me permets d'ajouter, mon Jean, que il y a eu aussi une pièce de théâtre qui est passée à Paris il y a pas tellement longtemps. Je sais pas du tout si elle est toujours à Paris, mais qui a peut-être tourné en France et qui était vachement sympa. Voilà. Bon, eh bien, on va se gaver d'une petite pause musicale avec Renaud. Pardon, camarade, avec Renaud qui chante en ch'ti.
Radio Libertaire. Oui, il y a des petits temps morts comme ça, c'est pour vous permettre de vous ressaisir, de pouvoir, parce que bon, une chanson en ch'ti, c'est pas évident, hein. Quoi qu'elle a failli me faire chialer, mais comme il y a Thierry derrière moi, je veux montrer que je suis un mec, tu vois, pour pas quand même. Mais il y a des chansons comme ça, c'est pas, quand j'essaye de réciter du rictus, les soliloques du pauvre, j'y arrive jamais. C'est quand tu chiales pas que tu m'inquiètes, de toute façon. Bien, oui, oh, ça, mon Jean, bon, alors, à toi, oui, à toi de... Ouais, des petites imperfections qui nous prouvent que le métier rentre en même temps. Hein. Oui, en même temps, hein, oui. Enfin, j'espère. Ça ira mieux à chaque fois. fois. Très lentement. Je suis un jouisseur. Allez, une histoire de sculpteur au charbon, puisqu'on y est, avec Henry Moore. Ça, c'est 1898-1986. Hein. Il était issu d'une famille de mineurs du Yorkshire, et il décide de devenir sculpteur dès l'âge de 11 ans. Non, mais ne te moque pas parce que, tu sais ce que ma fille m'a avoué ce week-end. C'est pas, ça date de dimanche, tu vois, c'est du tout frais. Elle m'a avoué que les musiques qu'elle me donnait, elle cherchait exprès des trucs avec des titres de 30 centimètres, rien que pour pouvoir se moquer de mon lamentable accent britannique, tu vois. Bon. C'est pas sympa, Sarah, tu vois. Que c'est pas sympa. Le Granac, il en prend un coup, là. Ah ouais. C'est pas sympa. En 1917, à ses 18 ans, il est désigné pour combattre pendant la Première Guerre mondiale. Et alors, contrairement à bon nombre de ses contemporains, il ne trouvera pas l'expérience si traumatisante que ça, lui. Hein. Pour moi, la guerre passa comme dans un brouillard romanesque où j'essayais d'être un héros, selon ses propres termes. Hein. Mais il ajoute le grand bain de sang et la douleur, l'insupportable angoisse et la perversion, les larmes et la malfaisance humaine de la guerre. Ouais, comme quoi c'était pas aussi simple que ça. Hein. Voilà. Après la guerre, il reçoit une subvention d'anciens combattants lui permettant de continuer ses études et de devenir le premier étudiant en sculpture à l'école d'art de Leeds. Je l'ai bien dit là, Robert. Oui, Leeds, ça va à peu près. Bon, oui. Qui doit donc créer un atelier spécialement pour lui. Hein. Il y rencontre Barbara Hepworth, à laquelle va le lier une intense amitié artistique. Leur première sculpture suit en fait le standard académique du style romantique victorien. Hein. Les sujets sont des formes naturelles, des paysages et des modelages figuratifs d'animaux. Mais grâce à sa connaissance des arts primitifs et à l'influence de sculpteurs tels que Brancusi, il commence à développer un style de taille directe dans lequel les imperfections du matériau et les traces de fabrication sont incorporées en fait dans l'œuvre terminée. En juillet 1929, il épouse Irina Radetzky, une étudiante en peinture qui commence bientôt à poser pour lui. Au début des années 30, Henry Moore accepte le poste de directeur du département de sculpture à l'école d'art de Chelsea. Artistiquement, lui et Epworth, qui continuent à travailler ensemble, hein, développent progressivement des œuvres de plus en plus abstraites, résultat de leur voyage fréquent à Paris et des contacts qu'ils ont pu y prendre avec de grands artistes tels que Picasso, Braque, Arp ou encore Giacometti. Puis Moore change progressivement de technique de sculpture, passant de la taille directe à la fonte du bronze, modelant ses maquettes préliminaires dans la glaise ou le plâtre. Cette période inventive et productive est interrompue malheureusement par la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il va produire à ce moment-là de puissants dessins de londoniens dormant dans le métro à l'abri des bombardements, hein, qui aideront grandement. Je vois que tu connais ces dessins, oui. Qui aideront. Oui, je connais parce que j'ai pu. C'est la période du Blitz et j'ai vu deux petites peintures de lui de cette période-là, mais qu'il avait faites dans le métro. Oui, oui. Mais c'était mais vraiment une puissance, tu vois, des toutes petites peintures, mais c'est irradié de la force incroyable. Ah. Non, très très belle, ouais. Bon, ça va grandement aider à sa réputation internationale et on le comprend mieux après t'avoir entendu. En particulier aux États-Unis. Leur maison de Hampstead ayant été touchée par un éclat d'obus, hein, Henry et Irina quittent Londres pour s'installer dans ça va être difficile là, Hertfordshire. Un lieu qui deviendra la résidence définitive et l'atelier d'Henry Moore.
la perte de sa mère et la naissance de sa fille, qui interviennent à peu près en même temps, hein, vont lui inspirer plusieurs compositions mère et enfant. Une autre de ses œuvres, Family Group, sera la première sculpture publique en bronze et de grande échelle, hein, de Moore. Dans les années 50, il commence à recevoir des commandes de plus en plus importantes, dont celle du bâtiment de l'UNESCO à Paris. Vers la fin des années 70, on peut compter environ 40 expositions par an qui présentent son œuvre à travers le monde. Ça, c'est monstrueux. Je ne sais pas s'il y a un équivalent dans l'histoire, hein. Devenu très riche, mais totalement désintéressé, enfin, ou très peu intéressé par l'argent, hein. Il crée avec sa femme et sa fille la fondation Henry Moore, chargée de promouvoir la vulgarisation de l'art et de préserver les sculptures de l'artiste. Cette fondation gère notamment aujourd'hui une galerie et un musée dans ses ateliers. Bien qu'ayant refusé, ça va faire plaisir à Robert, le titre de chevalier, son corps est enterré à la cathédrale Saint-Paul, hein, de Londres, après sa mort à l'âge de 88 ans. C'était une force de la nature, hein. On gardera en priorité de son œuvre une silhouette féminine comme récurrente, hein, une silhouette féminine et étendue et percée, inspirée par l'art toltèque et notamment par une sculpture maya connue sous le nom de Chacmoul, dont il vit une reproduction en plâtre à Paris en 1925. Voilà. Eh ben, écoutez, peut-être cette figure féminine sur le blog de l'émission http://arakai.blogspot.com. Voilà, vous cliquez sur Henry Moore et vous aurez un lien vers cette statue. Merci, mon Jean. Je dois ajouter pour notre camarade intégriste, parce que si Jean a dit que Henry Moore avait refusé le titre de chevalier, quand même, pour alimenter la polémique avec cette jeune et intrépide, jeune femme, si on peut dire, si elle est jeune, oui, intrépide. Ouais, bref, que Henry Moore a quand même participé à un goûter de la reine-mère, c'est la mère d'Élisabeth, qui invitait régulièrement à des goûters des personnages qui avaient une certaine notoriété, quoi, comme Henry Moore, évidemment, des artistes, mais aussi des industriels, des businessmen, quoi. Et moi, je le sais parce que bon, la galerie dans laquelle je grattais, le PDG avait été invité à ce goûter. Et là, il a rencontré Henry Moore, à qui il a pu probablement dire qu'il avait acheté une de ses sculptures, quoi, tu vois, qui était vraiment, voilà. Donc, vous voyez, tu vois, cher camarade, tous les artistes, plus ou moins, sont compromis avec le pouvoir. Voilà, bon, on va se passer une petite musique.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. J'ai oublié depuis le début, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Oh, là, j'ai vraiment des blancs. Avec donc notre camarade Jean, commissionné à l'instruction publique, qui est à poste. Vous avez pu le remarquer. Et puis Roro qui tente, avec l'aide de Thierry, de l'émission Court-Circuit, merci Thierry, de se dépatouiller de tous ces trucs qui s'allument, qui s'éteignent. Voilà, bon, j'ai fait mon petit machin maintenant. À toi mon Jean. Non, on sent que ça rentre, de la non République. Hein on sent que ça rentre. Ouais, bon, c'est bien, c'est gentil, Jean, de m'encourager. Allez, une histoire de peintre au charbon avec Édouard Pignon. C'est 1905-1993, Édouard Pignon. Au début, on ne voit rien. On voit un ensemble de choses, mais on ne voit rien, ou plutôt, on voit comme tout le monde. Ce qu'il faut, c'est une longue observation méditative, crayon en main. Et au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que les choses commencent à avoir une autre vérité. La réalité apparaît beaucoup plus vraie. Cela demande beaucoup de temps. Voilà. Alors, il était natif de Bully-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, Édouard Pignon, et il s'est engagé comme galibot dès la fin de ses études primaires, puis comme manœuvre dans le bâtiment. Quand je dis galibot, les galibots, c'était ces enfants qu'on envoyait dans la fosse parce que leur petite taille leur permettait de se glisser à des endroits où les adultes, auxquels les adultes ne pouvaient pas accéder. Ça, c'est un rêve pour nos politiques actuels qui aimeraient probablement bien revenir à ce temps béni où on pouvait même exploiter les enfants. Ils font tout pour. Son service militaire terminé, il monte à Paris pour devenir peintre, mais il doit, pour subsister, pratiquer de nombreux métiers chez Citroën, puis Renault, tout en suivant des cours du soir. De la première période antérieure à la Deuxième Guerre mondiale, on va diviser ça comme ça, ne subsiste que de rares témoignages de son travail, tel l'ouvrier mort ou encore l'hommage aux mineurs des Asturies, illustration d'une peinture à contenu social qui se situe dans la lignée des grands expressionnistes flamands. Là, je m'engage un petit peu, mais c'est comme ça que je le vois. Puis le dessin devient de plus en plus linéaire, sinueux, stylisé, tout en restant heureusement expressif. C'est déjà un art personnel et une transposition de la réalité qui situe Pignon, on va dire, sur le même plan que ses amis Manessier, Estève ou Bazaine, qui vont constituer une nouvelle école française. Chez lui, les sujets, en fait, semblent imposer le style. C'est ainsi que des lourdes formes noires dessinées par les filets que sont en train de remmailler ces catalanes, il tirera les voiles aux formes légères et géométriques, des compositions quasi abstraites que lui inspire le port d'Ostende. Puis la couleur redevient fluide et limpide, mais simultanément Pignon brosse une série de portraits de mineurs. Il revenait sans arrêt comme ça, très marqué. Ainsi un dualisme profond, un conflit psychologique intérieur semble l'amener à procéder par alternance dans une sorte de balancement qui assure son équilibre. Heureusement, ça n'ira jamais jusqu'à la schizophrénie. Et toujours périodiquement, Pignon revient à de grandes figures humaines qu'il peint dans un style rénové. L'année 1955 est pour lui celle de la découverte de la Provence. Ces paysages s'aèrent, ouvrant de larges zones tranquilles. L'olivier plus que le paysan en est le centre, et il deviendra le thème d'une nouvelle suite. Après le calme des paysages, Pignon redécouvre les combats de coqs de sa jeunesse qui lui fournissent l'occasion de déployer un lyrisme chromatique exacerbé qui trouvera un nouveau champ d'application dans la série des batteurs de blé où le tourbillon de la paille qui vole, l'arabesque des oliviers se fondent avec l'effort ordonné des hommes dans leur combat contre les éléments extérieurs. Puis viendront la série des grands nus rouges nés de la contemplation des corps sur la plage et d'études plus poussées en atelier, forme d'une pureté tourmentée qui éloigne Pignon de Matisse, au moment même où il semblait s'en rapprocher. Il connaîtra avant sa mort le pire de ce qui peut arriver à un peintre, les effets dévastateurs d'une cécité progressive.
mais sa quête de la réalité, un livre qui témoigne du sens qu'il voulait donner à sa peinture et qui relève clairement d'un questionnement face aux événements du monde, est devenu aujourd'hui un texte classique. C'est à ce titre qu'il convient de situer l'engagement militant qui fut le sien tout au long de sa vie. Voilà, vous trouverez une peinture d'Édouard Pignon, pour ceux qui ne le connaissent pas, sur le blog de l'émission http://aracaille.blogspot.com, et je pense qu'un jour, je vous lirai un extrait de ce fameux quête de la réalité. Voilà. Ouais, merci Jean. Et en même temps, je voudrais rappeler à nos chers camarades auditeurs, auditrices, ou auditrices, auditeurs plutôt, que ne pas confondre Ernest Pignon avec Ernest Pignon Ernest. Non, c'est pas le même. C'est pas tout à fait le même. Et aussi rappeler que Jean l'avait déjà évoqué dans une émission précédente, que tous les peintres de cette période-là, comme ceux que tu viens de citer, Bazin, ont Manessier, complètement disparu des écrans radars, et que c'est très dommage, parce que c'était peut-être des peintres figuratifs, un peu illustrateurs aussi, mais il y en avait, c'était vraiment puissant, quoi, je veux dire, et qui ont illustré pas mal de couvertures du livre de poche. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Fontana Rosa, notamment. Ouais, tout à fait. Fougeron. Bien, on va se Rappel de passer Fougeron. une petite zik en attendant.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Et quelle voix! Sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, avec Jean. À l'instruction publique, Thierry qui me contrôle. Politburo. Et mais tout de suite, avant de repasser la parole, le crachoir, dirait-on, dans certains bistrots, à mon ami, mon camarade, que dis-je, mon frère d'armes, Jean. Eh bien, mais d'armes pacifiques, hein, rassurez-vous, on utilise nos armes, c'est le janière, le chenin, qui sent la noisette, des petits blancs, enfin bon, vous connaîtrez peut-être un jour. Si on est à la fête de Radio Libertaire, pour les 30 ans, qui vont se passer du mois d'octobre, peut-être que vous aurez un aperçu, enfin Jean va pas vider sa cave quand même, mais on pourrait se ramener avec quelques bouteilles de chenin, pour vous faire goûter cette espèce de liqueur de jouvence. C'est une idée, hein. Je sais pas ce que j'ai longtemps réfléchi à ce qu'on pourrait faire pour la fête des 30 ans de la Liberté comme émission de radio qui parle surtout de peinture et de choses comme ça, d'art plastique. Mais voilà, et le chenin est venu à mon secours. Bon, vous faire quelques petites annonces, mais ça me coûte rien parce que c'est ta cave. Alors en plus, tu vois, c'est pas si facile. Quelques petites annonces concernant notre cher FA et ses œuvres, non moins chères, dont Radio Libertaire que vous écoutez ce matin. Vous avez la chance d'écouter ce matin, avec ces petits blancs, non, avec ces petits noirs, ces grands blancs, c'est ça? Ouais, je me retourne vers mon coach, là, parce que c'est lui qui a sorti cette phrase mémorable, enfin, cette espèce d'ossature qui pourra être celle des 30 ans de Radio Libertaire, des petits blancs et des grands noirs, ou des grands noirs, des petits, bon, bref, un truc dans ce goût-là. Tu pourrais nous dire, Thierry? Moi, ce que je préfère, c'est le Châteauneuf du pape blanc. D'accord. Bon, c'est pas vraiment la question que je posais, mais donc Radio Libertaire qui a besoin de vos thunes. Mais oui, on fait pas la manche. Non, une autre camarade qui disait qu'on était des pleurnichards quand on faisait la manche. Non, on fait pas la manche. Simplement, on vous met devant des faits qui sont palpables ou plutôt audibles. C'est que si vous voulez nous écouter dans de bonnes conditions, eh bien, il faut que le matos qui est dans cette petite régie soit au top. Et pour être au top, il y a une maintenance, il faut changer des appareils ou des machines, je sais pas comment on appelle ça, et ça coûte de l'argent. Donc, on édite une carte d'auditeur que vous trouvez à la Librairie Publico. Vous adressez à un de ces sémillants permanents, Max ou Laurent, qui vous remettront donc cette fameuse carte d'auditeur pour 20 €. Et avec ça, on fait la fête. Voilà. Alors ça, c'est pour Radio Libertaire. Maintenant, la Librairie Publico dont Jean vous parle tous les mardis, parce que il parle après avoir lu des livres, après avoir compulsé des grimoires invraisemblables, et là, il vous recommande donc un livre en vous disant vous pouvez le trouver à la Librairie Publico, ou le commander, ou aller sur place. Donc cette librairie vous propose des ouvrages militants, évidemment, puisque c'est une librairie anarchiste, c'est le cœur anarchiste de la capitale qui bat pour vous. Et vous avez donc des livres militants, mais des livres de littérature générale, et puis aussi des CD de tous les chanteurs qui chantent l'anarchie sous des manières diverses et avariées, et puis aussi des t-shirts, et puis aussi des flyers, et puis aussi des affiches. Voilà, c'est toute une petite caverne d'Alibaba que vous pouvez fréquenter, je vous assure. Il faut aller respirer l'air de Publico. Vous sentez, si vous avez des douleurs, des courbatures, si vous chouintez ou vous craquez, vous allez là-bas. Hein, Jean? Si vous avez des oui, c'est mieux que d'aller prendre les os. Je vous assure, c'est formidable. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Une énorme bêtise encore. Bon, j'ai oublié. Peut-être tant mieux pour la Librairie Publico. Non, elle a besoin, il faut, parce que vous pouvez commander tous vos bouquins, tous vos CD, tout ça, par le net, etc., mais ça ne vaudra jamais de vous bouger le prose, surtout si vous êtes à Paris, pour vous y pointer et puis pour la respirer. Voilà, c'est fait pour la librairie, une des œuvres de la FA, et puis maintenant le morceau choisi, le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste qui paraît toutes les semaines pour un prix
relativement raisonnable, parce que c'est en quadrille, avec des cartoonistes de choc, des articles sur l'histoire actuelle, sur l'histoire passée, l'histoire future, des news, des brèves, un édito qui est toujours à la pointe de la, comment dirais-je, de la subversion peut-être. Bon, oui. Et puis que vous trouvez dans quelques kiosques d'élite de la capitale. Si vous ne le trouvez pas dans votre kiosque voisin de votre résidence, vous pouvez le réclamer au kiosquier, parce que s'il ne sait pas ce que ses clients recherchent, il peut pas leur offrir. Donc voilà. Et puis aussi à la librairie Publico, qui a un dépôt évidemment toutes les semaines. Alors, comme je vous le répète lors de chacune de ces émissions, dans ces petites minutes de propagande, je vous recommande de le chourer si vous le pouvez dans les kiosques, parce que c'est de la reprise individuelle et on peut pas aller contre. On a de glorieux ancêtres qui sont illustrés dans ce domaine. Mais pas à la librairie Publico. Ça, non. La librairie Publico, c'est un espace protégé, parce que nos chers permanents, Laurent et Max, seraient comptables de votre grivellerie. Voilà. C'est fini, mon Jean. Je peux te repasser le crachoir. Oui, et pour en finir avec les peintres au charbon, on va parler un peu des premières années de Van Gogh, des premières années de peintre, bien sûr. Ce sont celles du borinage. Van Gogh, c'est 1853-1890. Je rappelle ça pour Robert qui y tient. Il affirmait, Van Gogh, que le borinage est aussi pittoresque que le vieux Venise, l'Arabie ou la Bretagne. C'est large, quand même. La maison cuémoise où il vécut d'août 1879 à octobre 1880 a été sauvée de la ruine, je le précise pour les touristes, a été sauvée de la ruine dans les années 70 et est à présent accessible au public. Elle peut être considérée comme l'une des balises, je mets ça entre guillemets, incontournables du parcours en Europe de Van Gogh, puisque c'est la maison où il est devenu peintre, voilà, tout simplement. Né à Groot-Zundert aux Pays-Bas, Vincent Van Gogh est fils et petit-fils de pasteur, pas de mineur. Après un premier échec amoureux, totalement désemparé, mais on peut comprendre ça, Robert, comme moi, puisque chacun de nos premiers échecs amoureux nous ont laissés désemparés. Ah oui, on est désemparés de nature, de toute façon. Donc après ce premier échec amoureux totalement désemparé, il se tourne vers la vie mystique, ça c'est un choix que Robert a fait mais moi pas, et s'inscrit à Bruxelles dans une école évangélique. En décembre 78, il est envoyé à l'essai comme missionnaire dans la région du Borinage, tant qu'à faire. Le jeune Vincent arrive ainsi à Pâturage. Au début de l'hiver, il a 25 ans, un pasteur l'accueille et l'installe chez un colporteur, mais il part pour Wasmes en plein cœur du Borinage dès le mois de janvier pour occuper un poste d'évangéliste. Il s'installe d'abord rue du Petit Wasmes dans une maison coquette, se distinguant des autres. Voulant partager la vie des mineurs, il la trouve trop luxueuse. Ça, c'est pour notre ami intégriste. Il loue alors une cabane et se livre tout entier à sa charge d'évangéliste, multipliant les visites, sacrifiant peu à peu son indemnité, ses vêtements, sa nourriture, et tout son temps aux mineurs et à leur famille. Il devient, selon ses propres termes, mineur parmi les mineurs. Il descend ainsi dans la fosse. À 700 mètres de fond, il voit les travailleurs couchés dans les galeries, les enfants, les chevaux, le danger permanent. Il soutient les ouvriers dans leur lutte pour une meilleure justice sociale. Il sauve par exemple un mineur lors d'un coup de grisou. Mais il arrive évidemment ce qui devait arriver, c'est qu'il est désavoué par l'Union des églises protestantes de Belgique. Pour lui, c'est une décision injuste et humiliante. On n'a pas compris en fait son action qui, à une époque où les mineurs n'ont aucun droit, effraie le pieux bourgeois. Choqué, le jeune homme quitte Wasmes mais va s'installer à Cuem chez un pasteur qui loge dans l'annexe d'une maison occupée par une famille de mineurs. Il y restera jusqu'en octobre 1880. C'est cette maison dont je vous ai parlé tout à l'heure. Menant une vie d'errance, de souffrance et de privation, Vincent s'exerce au dessin en s'inspirant de la vie des mineurs. Il comprend alors ce qu'il est venu chercher parmi eux. J'ai senti mon énergie revenir
Et je me suis dit, quoi qu'il en soit, j'en remonterai encore. Je reprendrai mon crayon que j'ai délaissé dans mon grand découragement et je me remettrai au dessin. Et dès lors, à ce qu'il me semble, tout a changé pour moi. Et maintenant, je suis en route et mon crayon est devenu quelque peu docile. Le peintre Van Gogh est né à ce moment précis et se consacre alors à son art éperdument. Il dessine et peint des travailleurs de la mine, mais aussi des paysans. Il voue une véritable admiration à Jean-François Millet, mais on en a déjà parlé. Il s'en inspire d'ailleurs très largement pour ses bêcheurs, l'une des premières œuvres recensées du peintre. Voilà, Vincent Van Gogh quittera le Borinage en 1880. Une de ses toiles, les souliers, les fameux souliers, sur le blog de l'émission http://aracaille.blogspot.com. Et puis je vais vous donner les 2 expos de la semaine, comme ça je laisse le dernier quart d'heure à mon ami Roro pour la minute ou la rubrique sociale, la rubrique vitale du rapin social qu'on avait laissé tomber un peu. Ouais, mon Jean, et là aussi notre intégriste maison est pas tout à fait d'accord. Je vous expliquerai ça. Voilà, la première expo, c'est Franz Xaver Messerschmitt. Il a un nom vraiment terrible. Oui, Ça, c'est au musée du Louvre. Les 2, d'ailleurs, expositions d'aujourd'hui sont au musée du Louvre. Pendant qu'on vous y serez, vous pourrez voir les 2. Entrée par la pyramide du Louvre, dans le 1er arrondissement de Paris. Ça, c'est jusqu'au 25 avril. Vous avez du temps. C'est la première expo en France qui lui est consacrée. Elle présente une trentaine d'œuvres de celui qui aura incarné à la fois le génie mais aussi la folie du baroque. S'appuyant sur une véritable virtuosité technique, ces sculptures à la limite de la caricature, tu vois de quoi il s'agit, tous ces personnages grimaçants là, méritent d'être redécouvertes. Voilà. Et puis vous avez aussi le Louvre au temps des Lumières, toujours entré par la pyramide de Louvre, je crois, jusqu'au... Ça, vous avez moins de temps, 0702, maniez-vous. Tableaux et dessins évoquent le Louvre au temps des Lumières, à la fois une époque qui est à la fois le creuset et réflexion sur les enjeux d'une société en pleine mutation, et lieu de vie au cœur de Paris et du monde des arts. Pourtant, aucune construction nouvelle ne fut entreprise à l'époque des Lumières, et en dépit de quelques tentatives, le bâtiment resta dans l'état inachevé de ruines grandioses, on peut dire comme ça, où Louis XIV l'avait laissé. Mais le Louvre devint un creuset de réflexion, donc comme je l'ai dit, sur les enjeux d'une société en plein débat sur elle-même, réflexion urbaine et réflexion sur la place des intellectuels. Oui, et alors, je voudrais un peu revenir sur Van Gogh, qui s'est inspiré de Millet. Évidemment, si vous voyez le travail de Van Gogh, vous pouvez vous poser la question, où est l'inspiration de Millet? Parce que autant Millet était, sa peinture était, je veux pas dire légère, mais par rapport à Van Gogh, on peut dire ça. Parce que celle de Van Gogh, c'est du lourd, c'est vraiment, il s'est plus inspiré des sujets que de la technique. Ça n'a rien à voir avec la technique de Millet. Ouais. Ceci dit, tous les deux, aujourd'hui, ils se partagent les boîtes de chocolat. Voilà, c'est ça. Bien, on va faire une petite pause musicale pour après nous lancer dans un exercice d'acrobatie de haute voltige, le guide du rapin, le guide juridique et fiscal de l'artiste.
Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité, c'est une chose qui ne change pas, c'est inamovible. Les présidents à la con passent, les gouvernements débiles passent, mais la voix de la fédération anarchiste reste. Bien, je vais vous passer, mais j'aimerais que mon Jean se rassied devant son micro, parce que l'émission n'est pas terminée et que je peux lui envoyer des lazzi et des colibets auxquels j'aimerais bien qu'il répondît. Bon. Donc, nous en sommes au guide juridique et fiscal de l'artiste, à la présentation de ses œuvres. Alors là, ça serait bien qu'il y ait le bourdon de Notre-Dame qui fasse bing, boum, ping, boing, parce que ça vaut ça. Oui, un tédéum, il faudrait pour ça. Ouais. Vous avez entrepris de communiquer avec efficacité, et cela commence à produire son effet. Imaginez un rapin qui communique avec efficacité, et là on en reste sur le fondement. Enfin bon. Faut pas que je sois trop persifleur, parce que je vais aussi me faire remonter les bretelles par les anti-intégristes, parce que je suis pris entre deux feux, d'un côté une intégriste, et de l'autre côté des gens qui sont pour une certaine normalité. Reste maintenant à exposer votre création. Alors pour ça, il y a soi-disant des galeries, soi-disant des lieux d'exposition, mais enfin bon, on développera tout ça peut-être un autre jour. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une bonne solution. Alors il faut trouver une galerie. C'est là que ça se complique énormément. C'est une des voies que vous pouvez emprunter pour présenter vos œuvres. Une des voies. Oui, évidemment, il y a plusieurs voies, mais celle-là, elle est prioritaire. Et donc, on poursuit avec a priori. Quand on veut acheter du pain, on va dans une boulangerie. Oh, surprise! Quand on cherche une œuvre d'art, on va dans une galerie. Ah, surprise! Mais il existe d'autres moyens pour la présentation de votre création, de l'exposition, dans un salon, à la participation à un concours, en passant par la Lorraine avec mes sabots, par l'organisation d'événements informels ou virtuels. Bon, alors maintenant, on va passer à la seconde phase de cette opération à haut risque. Trouver une galerie. Trouver une galerie pour présenter vos œuvres n'est pas toujours chose aisée. Il faut beaucoup prospecter. Mais vous transformez en marchand de savonnettes, vous voyez, avec votre petit cabal, hein, et votre costume 3 pièces, votre chapeau mou, et voilà. Et décharger, argumenter et négocier. Non, pas décharger. Non, mais je dis des choses innommables. Et démarcher, argumenter et négocier. Sinon, vous pouvez toujours créer votre propre lieu pour vous exposer. Bah tiens, il n'y a jamais mieux servi que par soi-même. C'est une solution qui en tente beaucoup, mais qui n'a pas que des atouts. Évidemment, on s'en doutait. Dans toutes les solutions, il y a toujours des choses qui sont pas très claires. Alors, comment prospecter une galerie? C'est une entreprise laborieuse. Enfin, tous les représentants de commerce vous diront la même chose. C'est pas une partie de plaisir de démarcher. Tous les artistes et professionnels de l'art vous le diront. Et on confirme à Radio Libertaire. Vous avez affaire dans cette émission à deux éminents artistes, un loser et un winner. Donc vous avez les deux extrémités du spectre. Mais il ne faut pas vous décourager. Comme il existe un public pour chaque création, il existe une galerie pour chaque artiste. Et là, j'avais envie de dire une grossièreté, mais je me retiens. Le seul problème est de la trouver. Et là, il y a des mecs qui cherchent toujours depuis 50 ans ou 60 ans, ils cherchent toujours la galerie. Ils l'ont pas encore trouvé. Malgré le GPS et toutes ces choses-là, toutes ces inventions modernes pour s'y retrouver. Compte tenu du nombre de galeries, 2000 en France, Belgique et Suisse. Oh là là, c'est invraisemblable ce nombre de galeries. Des plus prestigieuses aux plus insolites. Vous devriez dénicher celle qui va vous héberger. Mais étant donné qu'on est simplement à la maison des artistes de la rue de Flandre, on est 45 000 répertoriés qui cotisons à la sécurité sociale. C'est comme ça qu'on est considéré comme artiste professionnel. Alors c'est 45 000 à découvert, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y en a des dizaines de milliers qui sont répertoriés nulle part. Et pour tous ces gens-là, vous avez pour 3 pays, la France, qu'est-ce que je disais, la Belgique et la Suisse, 2000 galeries. C'est le compte est vite fait. Pour avoir une chance d'exposer, il faut vraiment se battre. Bon, si vous êtes prêt à tuer, voilà, bon, vous pouvez toujours tenter votre chance. La première question que vous devez vous poser est celle de la sélection.
voyez, sélection, j'aime pas beaucoup. De votre champ d'investigation, chaque galerie est spécialisée dans un style, une époque, un courant. N'allez pas proposer vos dessins de nus à une galerie abstraite. Pourquoi? Il y a des nus qui peuvent être très bien abstraits. Vos sculptures d'époxy, un spécialiste de nature morte. On peut faire des natures mortes en époxy. Renseignez-vous sur les expositions déjà réalisées. Choisissez les galeries qui présentent des artistes que vous connaissez, que vous appréciez, ou qui ont une même sensibilité. Essayez de vous faire recommander, bien que cela puisse se révéler à double tranchant. Ben, en France, ça fonctionne comme ça. Vous savez que la recommandation en France, les copains des copains des copains, papa qui est bien placé ici ou là, voilà, ça aide quand même. Quant à la méthode à employer, il n'y a pas de règle à donner. Cela va dépendre de votre personnalité. Oui. Certains vont faire du porte-à-porte, tableau ou vidéo sous le bras. D'autres vont s'appliquer à réaliser un bon mailing ciblé. Vous savez combien ça coûte un bon mailing ciblé, les mecs? Et combien ça rapporte? Bon, une seule certitude, au premier abord, vous allez vous faire jeter dehors. Oh, ça c'est bien de nous le dire, on n'en était pas persuadé encore. Avec les 3 réponses possibles, cela ne correspond pas à ma clientèle, ou mon programme est complet sur 3 ans, et l'imparable, envoyez-moi un dossier. Madame, monsieur. À ce stade, comme vous êtes ni masochiste, ni défaitiste, vous avez 2 solutions. Le contact était bon. Enfin, apparemment, c'est pas possible d'avoir un bon contact. Alors vous persévérez et relancez le contact. N'a pas été bon? Alors vous abandonnez. Inutile de vous épuiser, essayez de persuader une personne fermée. Vous n'êtes pas maudit. Il vous suffit de recibler, j'aime bien les termes, un artiste qui recible. Votre sélection est de recommencer ailleurs avec une personne mieux disposée. On s'étonne de l'accueil parfois très frileux de certaines galeries, alors que pour développer le marché, elles pourraient tenter de diversifier les œuvres exposées. D'autant qu'une galerie fonctionne la plupart du temps sur le principe du dépôt-vente. Alors là, c'est pas une galerie. Elle ne prend pas un risque énorme. Bah non, les vraies galeries prennent des risques. Elle n'a pas de gros frais hormis la location du local dans un bon emplacement et l'installation de quelques simèses. Mais ça, c'est pas une galerie. Vous y déposez vos œuvres et en cas de vente, vous percevez un pourcentage du prix payé. Elle a donc tout à gagner et vous tout à perdre, chers camarades. Si au premier contact, un galeriste vous dit qu'il aime ce que vous faites et qu'il a un client qui pourrait être intéressé, ne lui laissez surtout pas une œuvre sans formalité. Vous devez impérativement lui faire signer un contrat de dépôt, sinon vous êtes assuré d'avoir quelques difficultés à récupérer votre toile ou votre sculpture si elle n'a pas été achetée. Mieux vaut vous protéger. Alors face à ces difficultés, vous vous demandez si vous n'avez pas intérêt à créer votre propre galerie. Eh bien, chers auditeurs qui écoutez religieusement tous les mardis les paragraphes de ce livre inoubliable et indispensable si vous voulez vous suicider précocement, Guide juridique et fiscal de l'artiste, de Véronique Chambaud aux éditions Duno. Et pour terminer, bien vous exécuter, je dirais que la galerie, la vraie galerie, vous n'avez pas à lui demander un contrat. Et ça, je peux vous le dire, parce que j'ai eu affaire en France, la seule galerie à qui j'ai eu affaire en France, sans que je lui demande, pour 2-3 bricoles que qu'il avait intéressé, elle m'a tout de suite fait un contrat, sans que je lui demande, voilà, c'est les vraies galeries, les professionnels, vous n'avez pas besoin de quémander des garanties, ils vous les assurent tout de suite. Voilà. J'ai tout dit, mon Jean, pas de commentaire? Non. Jean est atterré quand il m'a complètement. Non, pas du tout. Je te demande pardon, Jean. Je veux que tu souris parce que c'est tellement mieux. Bien, c'était bon à Racaille avec notre cher Jean à l'instruction publique. Salut à tous. Mon coach Thierry, merci Thierry. J'ai pas besoin de le regarder pour penser qu'il est soulagé. C'est vrai que ça se termine. Et puis moi, voilà, qui ai bien blablaté pendant tout ce temps. Quand j'entends certains dire qui mènent à une vraie vie de chien, au bain et t'as du flash, il faut virer le mien. Un le câlin, le chouchoutin, il fait des caresses. C'est le petit toutou chéri à sa maîtresse. Bien ravi, ça m'a caté des cigarettes. Mais un
un cap, des trucs, un boîte pour le petite bête. Un lit d'un bol et de l'écho tous les matins. Michel, toute une histoire si je bois un verre de vin. Pas question d'écouter le radio après le dîner. Chien, il s'arpose, il faut surtout pas le réveiller. Mais si c'est mis qui va m'allonger d'un stivan, un claque chez porte, là s'en fout de faire du boucan. J'ai pour qui les petits mots gentils, un petit biquet, un gros chéri, j'ai pas pour lui. J'ai tout pour lui. Et j'ai pour qui les petites caresses, les mots remplis et de gentillesse, j'ai corps pour lui. Jamais pour lui. Elle m'a jamais parlé comme ça, elle m'a jamais dit ces mots-là, à croire qu'ici, le tien c'est mis. Surtout n'allez pas croire mes uns que je suis jaloux des spiniciens. Il n'y a que pour lui, il est mieux vu que mi. Il y a le droit d'aller faire un petit tour tous les jours. Mais j'ai à peine le droit d'aller plus loin que le tour. Il revient, il rentre avec ses pattes sales dans la maison. Un lit dit rien, si j'ai trop mis, quoi que je prends trop. Un sens, un petit pipi, quand il y en met sur le moquette. Un lit dit rien, un pardonne tout, elle petite bête. Mais si jamais, une goutte à côté de la cuvette. J'ai tout un drame, et quoi que je prends dans mes niflettes. J'ai pour qui les petits mots gentils, un petit biquet, un gros chéri, j'ai pas pour lui. J'ai tout pour lui. Et j'ai pour qui les petites caresses, les mots remplis et de gentillesse, j'ai corps pour lui. Jamais pour lui. Elle m'a jamais parlé comme ça, elle m'a jamais dit chez moi là, à croire qu'ici, le chien s'est mis. Surtout n'allez pas croire mes uns que je suis jaloux des petits chiens. Il n'y a que pour lui, il est mieux vu que mi. Avec un chien de garde comme ça, elle est bien montée. Je ne sais même pas s'ils seront capables d'aboyer. Si un jour par malheur Alfonso attaquait, je crois bien que Chosroli est le premier à se sauver. Tous les soirs c'est pareil pour raviser le télé. Bichou sur un cahier, lié sur canapé. Tout au début j'ai voulu le faire décamper. Il m'a mordu, elle me forme, elle m'a encore engueulé. J'ai pour qui les petits mots gentils, un petit biquet, un gros chéri, j'ai pas pour lui. J'ai tout pour lui. Et j'ai pour qui les petites caresses, les mots remplis et de gentillesse, j'ai corps pour lui. Jamais pour lui. Elle m'a jamais parlé comme ça, elle m'a jamais dit chez moi là, à croire qu'ici, je tiens chez lui. Surtout n'allez pas croire mes uns que je suis jaloux des petits chiens. Il n'y a que pour lui, il est mieux vu que mi.